Bonjour, je suis Stella Warnier et vous écoutez la 2e saison de Raconte-moi un commun. Chaque semaine, je reçois une personne qui m'a inspirée pour partager un récit d'entraide, de soins, de mise en commun et de bâtir le quotidien dont on rêve. Pour soutenir le balado et me permettre de continuer à mettre en lumière les communs, abonnez-vous, commentez, faites circuler les épisodes et pour 5$ par mois sur Patreon, vous pouvez m'aider à poursuivre le projet. Pour comprendre c'est quoi, les communs, je vous invite à écouter l'épisode d'introduction du balado. J'ai hâte de vous partager toutes ces histoires, parce que créer du lien et se libérer de l'individualisme, c'est ensemble qu'on peut le faire. Parler de Saint-Élie de Caxton, c'est éveiller tout un imaginaire de contes, de vie d'antan, de récits de la ruralité. C'est surtout un endroit où les communs fleurissent aujourd'hui et où la relève est bel et bien présente pour continuer de faire vivre l'esprit de communauté. Les projets bouillonnent, les idées fusent et les collaborations naissent constamment dans un désir bien ancré de faire les choses autrement. Quand Guy s'installe définitivement à Saint-Élie en 2012, après y avoir eu un chalet pendant longtemps, l'engagement dans sa communauté est une mission qui lui tient à cœur. À 79 ans aujourd'hui, il s'implique dans Développement Saint-Élie et dans les ateliers des savoirs partagés, en ayant à cœur le bien commun et l'avenir du village. Dans cet épisode avec Guy, on parle de créer du lien entre les communautés rurales au Québec, d'intelligence collective, de retrouver espoir en s'inspirant des autres, de mélanger la théorie avec la pratique et de ce qui favorise les communs à Saint-Élie. J'espère que ça vous inspirera. Bonne écoute! Guy Belletête, bonjour. Bonjour, c'est là. Tu t'es impliqué dans des organisations sans but lucratif pendant 30 ans et aujourd'hui, tu vis à Saint-Élie de Caxton. Tu es animateur responsable du comité des ateliers des savoirs partagés et administrateur au conseil d'administration de développement Saint-Élie. On va revenir sur tout ça, mais pour ma première question, Guy, peux-tu me dire quelles valeurs sont fondamentales pour toi? Je pense que ce qui m'a intéressé particulièrement, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer au bien commun. Je pense que c'est ce qu'on cherche à faire dans Développement Saint-Élie ici, en organisant toutes sortes d'activités, mais aussi en ayant une certaine réflexion sur notre situation et notre avenir. Saint-Élie de Caxton, c'est un village légendaire au Québec et même à l'international. Il y a probablement, Guy, des gens qui nous écoutent qui connaissent pas Saint-Élie. Je pense, écoute, juste comme ça, je pense à ma mamie en France, par exemple, qui écoute les épisodes. Est-ce que tu peux expliquer brièvement un peu l'histoire de Saint-Élie? Pourquoi est-ce que c'est connu? Saint-Élie, c'est un village qui existe depuis plus de 150 ans. Là, on a fêté le 150e il y a quelques années, 2015, je pense que c'était. C'est un village qui est dans la région de la Mauricie. Alors, la Mauricie, on connaît pour ta mamie qui est en France. Alors, on connaît Montréal, on connaît Québec, mais entre les deux, il y a une ville qui s'appelle Trois-Rivières. Eh bien, nous, on est dans cette région-là de Trois-Rivières. De Montréal, on est à peu près à 1h30 en auto. Alors, cette communauté-là était une communauté donc qui existe depuis fort longtemps. Et pour des raisons que je saurais expliquer non plus, il y a une communauté catholique ici, une église, un cimetière et un calvaire qui s'est bâti sur une petite montagne qu'il y a derrière l'église, à peu près à 150 mètres derrière l'église. Ouais. Il y a cette petite montagne-là et il y a une centaine d'années, il y a un père qui a fondé un calvaire, en fait, qui a mis sur pied un chemin de croix. Il trouvait que la configuration des lieux ressemblait à ce qu'il avait vu à Jérusalem, alors qu'il était en mission là-bas. Là, on est comme début 20e siècle. Oui, c'est ça. Quand tout ça se construit. Et il a voulu reproduire le chemin de croix. Et ça a créé un lieu de culte qui a attiré beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. On voit de vieilles photos. Il y a des foules qui viennent ici pour visiter le calvaire en 1930, des choses comme ça. Donc, ça existe depuis tout ce temps-là. Et, bon, la communauté catholique est toujours là, elle est évidemment moins nombreuse, les gens vieillissent et tout ça, mais il reste quand même que c'est un patrimoine important ici qu'on souhaite préserver. Ouais, puis ça a été connu, en tout cas moi personnellement, quand j'ai connu Saint-Élie-Caxton, j'étais au secondaire, on lisait Fred Pellerin, on avait été voir une adaptation d'un de ses livres, Babine, au cinéma. Oui. Moi, c'était très, très marquant pour moi, cette époque-là. Donc, c'est quelqu'un qui a joué, Fred Pellerin, un rôle très important.
Ah oui, on peut dire qu'il a mis Saint-Élie littéralement sur la map, là, parce que quand Fred disait que Saint-Élie est un village perdu, c'était passablement ça. Il n'y a pas grand monde qui venait ici. C'est un village forestier, principalement, en dehors des circuits communs, touristiques, tout ça. Donc, c'est un peu vrai, là. Je me souviens que Fred, dans ses premiers spectacles, il disait aux gens, comme on entend souvent dans les théâtres, bon, je vous préviens tout de suite, si vous avez un cellulaire, et là, il arrêtait, puis il disait, c'est pas grave, la ligne se rend pas ici. Alors, pour montrer à quel point c'était éloigné, tu sais. Alors, c'est vrai que c'était le cas, et ce que Fred a fait a attiré beaucoup d'attention sur Saint-Élie, et beaucoup parce qu'il a raconté, oui, tellement de personnages absolument inventés, captivants, oui, c'est l'arbre à Paparman. Oui, tout ça existe depuis un fort moment. Évidemment, au fil du temps, ça s'est diminué un peu, et les activités touristiques ont fortement baissé aussi. Parce que il y a eu un afflux touristique extrêmement grand à un moment donné, presque trop grand. C'était vraiment, okay, ouais. C'était fort, c'était très, très présent, puis parfois presque un peu embêtant, là, par rapport à la grosseur d'un village. Il y a eu jusqu'à 25 000 personnes qui venaient pendant une année, là. C'est beaucoup pour un village de 2000 habitants. Alors, ça, c'est allé un peu. Bon, il y a eu des problèmes un petit peu politiques. Même ça, c'est connu à travers la province. Ouais. Les gens ont su qu'on a eu certaines difficultés avec une administration municipale qui vraiment a été disons, moins sympathique, là, disons. Ça a duré 4 ans. Une autre administration a suivi. Et l'atmosphère revient de beaucoup meilleure depuis ce temps-là. Oui, puis on se remet de la pandémie qui a aussi oui, c'est ça. Tout ça, ça a été très dur, là. Ouais. Oui, tout ça, ça a été très dur. Ouais. C'est un peu dans ce cadre-là que Développement Saint-Élie s'est mis sur pied, justement, lors de cette administration un petit peu difficile, là, à ce moment-là, parce que on a voulu s'occuper de certaines activités qui étaient abandonnées par la municipalité. On a organisé 2 expositions sur 2 années de suite autour des œuvres de Fred Pellerin qui ont été très, très bien vues. Mais on voulait sûrement contribuer à la fierté du village, redonner un peu de fierté au village. Ça nous semblait manquant à ce moment-là. Et je pense qu'on a fait une bonne chose. On s'y est épuisé, malheureusement, mais on a fait une bonne chose en faisant ça. Puis, pendant ces 4 années-là de l'administration où il y avait plus de coupures, c'était quoi? C'était des coupures budgétaires dans les activités culturelles, ce genre de choses? Oui, mais aussi des relations difficiles avec particulièrement, entre autres, avec les citoyens qui étaient engagés. Il y avait un contrôle du maire là, qui était moins intéressant. Qui n'allait pas avec un esprit un peu militant à Saint-Élie. Tu sais, quand on dit qu'on est dans un village et que les gens font une chaîne autour de l'école pour la protéger, c'est quand même quelque chose. C'est quand même oui, tout à fait. Chouette. Tout à fait. Puis, comme je te dis, il y avait beaucoup d'initiatives citoyennes, dont, par exemple, un marché public, des choses comme ça, mais d'autres activités aussi. Et tout ça, c'est un peu délité parce que les relations avec la municipalité étaient très, très difficiles. Puis c'est dans ce contexte-là que des initiatives citoyennes, finalement, ont pu naître. Toi, Guy, t'as quitté Montréal avec ta femme Suzanne en 2012 pour venir t'installer pour de bon ici. Pourquoi? Qu'est-ce que vous êtes venu y chercher à Saint-Élie? On était déjà à Saint-Élie à venir comme, disons, villégiateur depuis 92. Moi, ma famille maternelle vient du village précédent, Saint-Paulin, donc la région nous est déjà familière et on y venait quand même assez souvent. C'est une communauté, comme tu l'as dit, qui est très connue, qui a été très, très connue évidemment par les spectacles de Fred Pellerin et par tout l'engouement aussi qui s'est fait autour de ça, pas seulement par les présentations de Fred, mais aussi parce qu'il y a eu un dynamisme qui s'est produit à un moment donné extraordinaire, qui a attiré beaucoup, beaucoup l'attention. Et il y a une communauté, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui se sont joints au village. Notre population a augmenté, elle continue d'ailleurs d'augmenter. On est à combien, là? On est autour de 2000 personnes à peu près. Grosse ville. Un gros village. Puis c'est une communauté quand même relativement dynamique, même si on dit que c'est un village dévitalisé selon les normes sociales, mais il reste quand même qu'il y a beaucoup de dynamisme ici, puis il y a eu beaucoup d'initiatives citoyennes.
Excuse-moi, je t'interromps, mais Oui. dévitaliser, c'est pas du tout en plus le mot, moi, qui me vient en tête quand on se promène dans Saint-Élie. C'est là, Oui. on enregistre, on est fin janvier, la neige est belle partout. Oui. Tu me dis depuis hier, la neige ici, elle est blanche. C'est pas Elle est comme en blanche, ville. oui. Je veux dire, il y a des cafés, des boulangeries, les belles maisons ancestrales sont décorées. Ça fait un peu conte de fées, là. Oui. Oui, mais il reste quand même que c'est une réalité économique quand même. Que la dévitalisation, ça suit des critères connus et ça fait partie de notre situation. Mais il y a des initiatives qui se font pour être capable de contribuer à cette vitalité-là. Et est-ce que tu penses que cette réalité économique-là Oui. fait en sorte qu'il y a peut-être plus une propension qu'ailleurs à ce qu'il y ait des communs qui émergent? Parce que moi, je suis ici pour 3-4 jours. Tu m'as organisé un horaire extraordinaire pour que je rencontre plein de gens. Mm-hmm. Il y a toutes sortes de communs dont on va parler dans d'autres Oui. épisodes aussi. Pourquoi à Saint-Élie? C'est quoi la recette? Écoute, tu m'as déjà posé cette question. J'ai cherché à y réfléchir, puis c'est difficile d'y trouver une réponse. Parce que, bon, c'est pas lié, je pense pas que ce soit lié à la dévitalisation ou pas. Il y a une vingtaine d'années, il y a une espèce d'élan entrepreneurial ici. Justement, avec la génération des Fred et d'autres, des commerces se sont mis sur pied. Bon, évidemment, il y a un afflux touristique aussi qui a contribué. Donc, des commerces se sont mis sur pied qui n'existaient pas avant. Et cet esprit entrepreneurial-là est resté au-delà du fait que les activités touristiques ont diminué et ont cessé. Mais cet élan-là est quand même resté. Notre école ici, par exemple, il y a 15 ans, a failli fermer. Et c'est vraiment par une mobilisation des citoyens que cette école-là a pu rester ouverte parce que les gens se sont vraiment mobilisés pour la défendre et je me souviens de manifestations autour de l'école Village de la Jeunesse ici où les gens faisaient une chaîne autour de l'école pour protéger l'école. Mais ce qui est le plus important, c'est que il y a un groupe qui s'appelle Grandiose, qui est un OSBL, qui s'est mis sur pied pour mettre en œuvre un programme d'activités scolaires autour des arts et des activités du cirque et des choses comme ça, ou d'activités concrètes pour les étudiants. Ils ont ramassé un budget. Ça fait en sorte que maintenant, notre école a plus une centaine d'élèves, est très, très dynamique, et ça continue 15 ans plus tard. Donc, Grandiose vient d'une initiative citoyenne aussi. Alors, il y a eu beaucoup d'initiatives citoyennes comme ça. Pourquoi ça s'est produit comme ça? C'est difficile à déterminer là, sociologiquement, là. Mais il y a cette espèce d'élan-là qui est là, qui fait en sorte que ça a créé un attrait. Des jeunes familles sont venues ici. Ici, on se promène dans les rues l'été, là. On voit encore des gens qui se promènent avec des bébés. Là. S'il y a des bébés là, ça veut dire qu'il va y avoir des enfants à l'école tantôt. Absolument, là. Alors, tout ça fait partie de cet élan-là qui est assez difficile à expliquer, mais il y a quand même cette situation-là il faut qu'on en profite, là. Puis, c'est qui Développement Saint-Élie? Qui est-ce qui a commencé ça? Peut-être, tu peux nous raconter un peu l'histoire de... Oui, c'est un groupe de citoyens qui s'intéressaient à faire des activités. En fait, il y a 2 grandes activités qu'on fait à chaque année. Il y a la fête nationale au mois de juin et il y a aussi ce qu'on appelle la petite fête qui se fait lors de la fin de semaine de la fête du travail en début septembre. C'est des activités qui existent depuis longtemps. Par exemple, la petite fête va fêter son 20e anniversaire cette année. Ça a déjà été mis sur pied et organisé par d'autres organisations auparavant. Puis, évidemment, toutes ces organisations-là sont des organisations bénévoles. Fait qu'au fil du temps, ça change. Les mêmes bénévoles ne peuvent pas faire 50 ans de carrière dans leur implication. Alors, c'est normal. Développement Saint-Élie a repris le pas sur ces 2 activités-là notamment, mais on s'intéresse aussi à d'autres sujets. Et on a aussi, en même temps, on se rend compte de ça, que cette année, on se rend compte qu'on a en même temps un certain rôle de médiation pour aider d'autres initiatives citoyennes. Par exemple, il y a un bazar végétal qui s'organise ici. Ça n'est pas une OSBL constituée légalement. C'est plutôt informel. C'est pas nécessaire, c'est plus informel. Mais on les aide et on les soutient dans leurs activités et pour faire des demandes de toutes sortes. Alors, c'est le cas de plusieurs organisations qu'il y a dans Saint-Élie. Et nous, au Développement Saint-Élie, on essaie de contribuer à cet effort-là. Là, C'est vraiment dans l'esprit des communs d'être dans une situation dans laquelle l'administration, que ce soit la municipalité ou l'État ou je sais pas quoi, ne répond plus à un besoin.
Et plutôt que de simplement se dire, bon, ben, c'est plate, c'était mieux avant, c'est fini, ben, d'aller parler avec ses voisins, d'aller parler avec les gens de son village, de se relever les manches, puis de dire, ben, nous, on va l'organiser, la fête. On va mettre ça sur pied. En même temps, tu sais, ces municipalités, elles peuvent pas tout faire, hein. C'est dur, là, ils ont pas les budgets, ils ont pas tous les pouvoirs. Puis en même temps, ils ont une tâche très dure. Moi, j'ai une grande estime pour ces gens-là qui osent consacrer de leur temps avec, franchement, là, une rémunération qui est vraiment... mais on sait que les maires au Québec et les mairesses ne sont pas bien rémunérés. Exactement. Puis c'est la même chose. Ils doivent travailler en parallèle. Là. Oui, puis c'est la même chose pour les conseillers et tout ça. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour ces gens-là qui osent se préoccuper et donner du temps à des activités, tu sais, de régler des problèmes de clôture et de plomberie, des choses. Il faut le faire, là, hein? Ça fait partie de nos besoins de communauté, d'avoir ce genre de service-là. Alors, ils en ont plein leurs mains, là, pour l'instant. Sinon, on peut faire quelque chose. Et d'ailleurs, on a une très bonne entente, très bonne collaboration avec notre administration municipale. Oui. Et on s'entend bien. Et je pense qu'ils apprécient beaucoup ce qu'on cherche à faire pour la communauté. Donc, je pense qu'on est dans un mode de complémentarité. Et on a aussi un avantage qui nous intéresse. Tu sais, on n'est pas dans une situation, nous, où on doit être réélu aux 4 ans. Donc, notre perspective sur notre communauté est une perspective plutôt moyen-long terme. Alors, c'est ça qui nous intéresse et c'est comme ça qu'on est capable d'établir nos collaborations avec eux. Alors, c'est normal que de leur côté, et sans compter toutes les petites chicanes politiques qu'il peut y avoir, comme partout, là. Moi, je trouverais ça insupportable. Je serais pas capable de vivre là-dedans. Alors, on fait la contribution qu'on est capable de faire et qu'on souhaite faire pour notre communauté. Chacun remplit un rôle exactement. important. Donc là, tu nous parles d'un bazar végétal. Oui. OK, c'est quoi? Alors, c'est comme la fête du printemps un peu, OK? Il y a 2-3 personnes qui organisent ça depuis quand même un bon nombre d'années maintenant. Et c'est un regroupement qui se fait où il y a des gens qui présentent les semences qu'ils ont préparées pour l'année. Et là, il y a de la vente et de l'échange de semences ou des choses comme ça. Et donc, là, il y a un certain nombre de kiosques qui sont montés avec des gens qui proposent toutes sortes de biens qui peuvent vendre. Mais c'est comme la fête du printemps, tu sais, si tu veux. Ça donne envie. Il va falloir que je revienne. Oui, bien sûr. Hein, tu vas voir, on peut te recevoir toute l'année. C'est gentil. C'est de la même façon qu'il y a une autre activité un peu plus tard qui est organisée par Grandiose pour contribuer à la campagne de financement qui s'appelle Saint-Élie-des-Crampons, qui est une course qui se fait dans le village. Et ceux qui ont mis ça sur pied il y a plusieurs années, c'était des jeunes du village qui voulaient ramasser des fonds pour un skatepark dans le village. Et le skatepark a été créé à la suite de ça. Puis ensuite, l'activité a été gardée par Grandiose comme collecte de fonds. Pour lever des fonds. Mon Dieu, vous êtes débrouillard à Saint-Élie. Oui. Donc, tout ça, c'était un peu le segment, on va dire, développement Saint-Élie. Mais tu as aussi ton chapeau de membre des ateliers des savoirs partagés. Oui. Les ASP, pour les nommer comme ça, regroupent beaucoup de villages au Québec pour faire circuler des idées, des savoirs, des connaissances, partager un peu des boîtes à outils, entre guillemets. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme projet avec les ASP à Saint-Élie? Alors, je m'occupe, comme tu viens de le dire, du comité des ateliers savoirs partagés. On est lié aux ateliers savoirs partagés c'est la 3e année. Le groupe des ateliers savoirs partagés regroupe une quinzaine de communautés rurales qui ont tous leurs défis, mais quelque part, on se rend compte que les défis sont assez semblables parfois et on a des intérêts communs, donc à partager. Donc, les ateliers savoirs partagés servent beaucoup à échanger et à partager nos diverses expériences. Donc, c'est centré là-dessus. Et Développement Saint-Élie, ça nous a beaucoup plu, cet aspect-là. À un moment donné, on s'est retrouvé devant une situation où on avait, par des activités d'exposition pendant tout un été, on avait un peu épuisé nos bénévoles à ce moment-là. Et là, on se posait des questions, on manquait d'espoir un peu, puis de flamèche dans tout ça. Et on a entendu parler justement des ateliers savoir partager du village par l'entremise d'une rencontre avec quelqu'un du village de Saint-Camille. Saint-Camille, avec qui on a fait des épisodes aussi, surtout l'épisode 2 de la première saison avec Marie-Soleil. Bon, je le nomme. Oui. Alors, c'est vraiment un village très inspirant. Absolument. Qui a beaucoup d'expérience dans ces domaines-là.
Alors, ça nous a donné espoir, puis on s'est dit, bon, ben, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'on va faire dorénavant, tout ça, mais il y a cette espèce de petite lumière-là qui nous dit que peut-être on peut apprendre des autres. Et là, on s'est lié à eux. Et on a conclu une entente avec le groupe. Je te parle de Saint-Camille, mais il y a des gens de la région de Québec, de l'Estrie, nous ici à Saint-Élie. Il y en a aussi au Saguenay. Il y a 3 villages au Saguenay. Et il y en aussi à Saint-Damien-de-Buckland. Oui, exact. Comme sur lequel tu as fait un autre reportage. C'est ça, avec Maggie. Exactement. Et il y en a aussi dans la région de Témiscamingue et dans ce coin-là. Et on a des activités annuelles où on a l'occasion de se croiser. Et en participant à ces activités-là, on a comme repris espoir en disant, bon sang, les problèmes qu'on a chez nous se représentent ailleurs aussi. Peut-être qu'on peut apprendre les uns des autres et partager nos défis. Donc, les 15 communautés rurales sont aussi accompagnées par un groupe de chercheurs en innovation sociale, notamment de l'UQAM, et des géographes, des sociologues et tout ça. Et c'est des gens qui étudient justement l'évolution des communautés. Alors, c'est très intéressant quand ils nous suivent puis qu'ils nous font un retour d'expérience sur ce qu'on vient de partager entre nous. On a vraiment ce mix entre la pratique et la théorie. Exactement. Donc, on est très, très porté sur l'échange des savoirs, que ce soit des savoirs qui viennent des scientifiques ou des savoirs qui viennent de l'expérientiel. Ouais. Alors ça nous intéresse beaucoup et tout le monde peut y contribuer. Alors nous, on y est membre depuis 2 ans, on a appris beaucoup. Là, la dernière année, comme je te disais, dans notre comité ASP, ça a créé un intérêt auprès de nouvelles personnes. Alors, en ce moment, dans le comité ASP, on est 9 personnes du village. On se rencontre une fois par mois à discuter de projets potentiels. On a déterminé qu'on s'intéressait particulièrement à des thèmes particuliers qui sont le vivre ensemble puis le fait d'habiter le territoire. Donc, on s'est centré là-dessus. Et est ressorti avec surprise pour moi, un intérêt pour le patrimoine. Alors, moi, je suis une personne beaucoup plus vieille. Pas tant que ça, Guy. Mais quand même, à 79 ans, c'est quand même... mais ça veut pas dire qu'on peut pas... T'en fais 10 de moins, c'est pour ça. Oui, mais ça veut pas dire qu'on doit être inactif. Mais il y a des gens quand même de 30, 40 ans qui sont là, ça c'est vraiment intéressant, et qui sont très dynamiques, qui sont intéressés à contribuer et à préserver le patrimoine. Et à penser à l'avenir. Ouais. À penser à l'avenir. Donc, ces questions-là sont là. D'autres sujets nous intéressent. Mais on va essayer d'organiser lentement ce qu'on peut faire de mieux. On a déjà, par exemple, dans le cas d'un patrimoine naturel ici, quelque chose qui peut aider à mettre sur pied un accès au lac pour les jeunes. Oui, parce que tu me disais tout à l'heure dans la voiture qu'autour de Saint-Élie, il y a à peu près une 30aine de lacs qui appartiennent tous à des propriétaires privés qui ont leur chalet, qui ont accès avec absolument aucun accès public à ces lacs-là. Oui. Alors, le problème, c'est pas tant que tout ça appartienne à des gens, bon, c'est leur situation, là, mais l'accès de la population à certains lacs est inexistant. Alors, c'est une problématique qui traîne dans nos rêves à Saint-Élie depuis fort longtemps. Là, cet été, il y a une occasion d'organiser avec une communauté ici qui possède un accès au lac, des activités pour des jeunes. Alors, on est en train de mettre une programmation sur pied, lentement, puis on y va avec le temps que les bénévoles ont. Hein. Nous, on peut pas travailler 40 heures par semaine à faire ces choses-là. Donc, c'est une action bénévole, mais je pense que ça peut compter. Ça va aider à développer puis à donner ce genre d'activité-là aux jeunes qui peut être intéressant. J'aime beaucoup le principe des ateliers des savoirs partagés parce que c'est ça, des fois, on peut se lancer dans des communs, dans des projets et finalement réaliser qu'on a des obstacles. Oui. Qu'il y a des questions qu'on se pose, qu'on n'a pas tous les savoirs, qu'on ne sait pas comment réagir face aux imprévus. Oui. Alors que d'autres ont vécu exactement la même situation, puis ont de la sagesse à transmettre. Exact. Puis je trouve ça intéressant parce que je pense que je te le nommais hier pendant notre souper. Dans tous les épisodes que j'ai enregistrés jusqu'à présent, même si les communs étaient très variés, l'habitation, alimentaire, culturelle, presque tout le monde nomme les mêmes problématiques. Finalement, il y a
très peu d'originalité dans les problèmes que les gens rencontrent. Tout le monde vit les mêmes c'est problèmes. Des problèmes communs. C'est des problèmes communs, des problèmes comme ça. S'il y en a qui nous écoutent, qui connaissaient pas les ASP, pour les communautés rurales, en tout cas, c'est vraiment chouette. Là. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que ça nous a beaucoup intéressés. Et par exemple, tu as fait un des balados, tu le mentionnais tantôt, sur Saint-Damien-de-Buckland. Saint-Damien-de-Buckland, ce que Maggie Berthelot t'a expliqué, c'est la relation qu'ils ont eue avec une communauté religieuse là-bas et qui est en train de développer un certain transfert des actifs résidentiels qu'il y avait là sur pied pour contribuer à la communauté de Saint-Damien. Alors, c'est un projet pour nous autres là, qu'on mire avec des yeux grands comme ça. Mais je me suis demandé s'il y avait un lien entre cette histoire-là et ton histoire d'accès au lac, étant donné que c'est aussi une communauté religieuse avec des frères. Je me suis demandé si ça vous avait mis la puce à l'oreille. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on fait actuellement, c'est la même chose pour l'Église ici. On voit bien que la communauté de l'Église ici est une communauté vieillissante. Il y a un peu moins de personnes. Alors, on voudrait pas perdre cette chose-là. On voudrait pas que ça devienne un lieu qui soit nécessairement, par exemple, privatisé ou des choses comme ça. Comme ça arrive constamment au Québec, là, des églises qui deviennent des condos ou ce genre de choses. Exact. Alors, on ne sait pas ce qu'on peut faire encore, là, mais on se rapproche de cette communauté-là, puis essayer de voir quels sont leurs défis, puis éventuellement, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, alors, des exemples comme Saint-Damien-de-Buckland, on essaie de comprendre à quel point ça peut nous inspirer et nous aider à voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis il y en a d'autres au Québec. Là. Donc, pour l'instant, on est en train de documenter ce genre de choses-là. Mais c'est l'intelligence collective. Exactement. Et c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement, qu'est-ce que ça représente comme défi. Parce que à un moment donné, si jamais la communauté ici ne peut plus s'occuper de l'Église, comment est-ce que la municipalité est capable de rapatrier tout ça? C'est important comme défi. Alors, on essaie simplement de se préparer, non pas pour faire ça à la place des autres, mais pour amener une compréhension et contribuer à la discussion. Et éventuellement faire les bons gestes pour pas créer de catastrophe avec cette chose-là, parce que c'est un bien important qui a été bâti par la population de Saint-Élie ici, et on aimerait bien que ça retourne au service de la population. Mais c'est ça, on l'a pas dit, mais en ce moment, on est en train d'enregistrer l'épisode dans l'église. On est confortablement sur nos bancs en bois avec le plafond bleu ciel qui est magnifique. On est à l'étage. Comment est-ce que tu as dit que ça s'appelait? Le jubé dans les églises, c'est là où était la chorale et où était l'orgue lorsqu'il y en avait un. Ah, OK, oui. Et c'est ça qui fait que quand on est au jubé, le son porte dans toute l'église de façon importante. Puis on a une belle vue. Oui. Donc, en tout cas, c'est vraiment un beau bâtiment. Guy, j'ai une autre question, évidemment. Qu'est-ce que ça éveille en toi quand on parle de commun? Moi, ce que ça vient chercher chez moi, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans une perspective de bien commun, de contribution à la communauté. C'est ça qui me vient en tête. On en a discuté ensemble hier. Mm-hmm. Tu me disais aussi que ce qui t'intéressait, c'est comment les gens s'organisent pour prendre des décisions en commun. Ouais. C'est vrai que c'est un sujet important, puis que c'est pas toujours un sujet qui est facile à aborder, parce que quand on est dans une organisation comme bénévole, on n'est pas des professionnels de l'organisation nécessairement. On est là pour donner un coup de main. On est là pour donner un coup d'épaule à la roue, mais on n'est pas des experts de la gestion ou des choses comme ça. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que les décisions qui soient prises soient partagées correctement et non pas qu'on soit là dans une situation de suivre et de pas pouvoir contribuer par nos réflexions sur l'avenir de cette OSBL-là. Ouais. Alors ça, c'est plus compliqué, je dirais. Mais en général, les OSBL, les gens qui se regroupent comme ça dans des activités sont là pour donner aux autres plus que de recevoir. C'est bien dit, c'est vrai. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais ado? Qu'est-ce que moi... Là, je te remets genre... ouais. 60 ans en arrière? Ah oui. Curieusement, quand j'étais ado, j'avais pas beaucoup d'ambition. Et je savais pas beaucoup ce que je voulais faire. Moi, je suis enfant unique, alors ce qui m'intéressait, c'était d'avoir des amis, plus que n'importe quoi d'autre. Ouais. Et il est arrivé toutes sortes de choses où on a dû déménager, qui ont affecté un petit peu ce genre de choses-là quand j'étais ado. Alors, ça m'a pris beaucoup de temps avant de savoir ce que je voulais.
Tu sais, on n'est pas tous des types pareils. Je regarde, moi, j'ai 2 fils. Il y en a un qui a toujours su ce qu'il voulait faire dans la vie, l'autre pas du tout. Et j'étais plutôt de ce type-là, moi. Alors, mais plus tard, quand notre vie se développe et au hasard des opportunités, on suit un chemin, puis on se rend compte 50 ans plus tard qu'on suit le même chemin depuis un bon bout de temps. Moi, ça a plutôt été mon cas. Ouais. Et je me suis retrouvé à un moment donné, justement, dirigeant d'un OSBL auquel j'ai participé à la cofondation en 1995. Ça fait quand même un bon temps. C'était quoi? Quelques années. Ça s'appelait l'Institut de développement de produits. Et c'était un regroupement qui cherchait à améliorer les méthodes de conception de produits dans les entreprises. Alors, j'étais plutôt dans un milieu des affaires et ça m'intéressait. C'était participer à mon métier. Et donc, j'ai fait ça j'ai travaillé là-dedans pendant 30 ans. J'en ai été DG pendant 17 ans et j'ai continué par la suite comme conseiller et formateur. J'ai arrêté de travailler, en fait, il y a un an et demi à peu près. Déjà, tu nommes que quand tu étais ado, tu cherchais finalement, fondamentalement, à te faire des amis, Oui. comme tu le dis. Tu avais cette recherche et ce goût pour la communauté, finalement, Oui. que tu retrouves encore aujourd'hui et que tu nourris encore aujourd'hui. Oui, je pense que c'est ça encore, oui. Ouais. Ouais. On arrive à mes questions de la fin. Oui. Déjà. Est-ce que tu sens aujourd'hui, Guy, que tu es aligné avec tes valeurs? Oui, de plus en plus, je pense. Bon, évidemment, avec l'âge, on fait des petits bilans à des moments donnés et j'ai pas de regrets aussi pour quoi que ce soit que j'ai pu faire dans ma vie qui a été plus ou moins bon. Là, c'est normal, tu sais, l'expérience humaine est une expérience de succès, mais aussi d'échec et de reprise. Puis le droit à l'erreur est quelque chose d'important. Je pense qu'il faut préserver. On trouve d'ailleurs ce droit à l'erreur-là comme une des valeurs des ASP. Avec la bienveillance, c'est quand même pas mal, les deux ensemble. Alors, ça, c'est bien. Puis, je pense que ça demeure important, surtout dans les moments politiques qu'on vit actuellement, où on entend des mauvaises nouvelles et des imbécilités toutes les journées, de gens qui s'affrontent. On a un beau petit blond au sud de notre frontière là, qui nous revient souvent avec plein d'exemples de ce genre-là. Ouais. C'est vraiment lassant et décourageant parfois. Alors, je pense que le fait de contribuer à notre communauté immédiate, ça peut nous donner un certain espoir Absolument. de retrouver un peu d'espoir dans l'humain. Parce que les gens sont capables d'être généreux et ouverts à aider l'autre. C'est ce qu'on voit quand on participe à ces activités-là. Ça fait du bien quand même. Je suis tout à fait d'accord. Puis des fois, on le disait hier, mais quand on est sans cesse sur les réseaux sociaux ou sur Internet, c'est facile d'entrer dans cette vision du monde extrêmement noircie, là, extrêmement sombre. On a l'impression que c'est chacun pour soi, que les gens sont méchants et pensent à leurs intérêts. Puis en réalité, quand on va à la rencontre de l'autre, c'est pas tout le monde. Il y a des gens, tu sais, je veux dire, je pense que des fascistes d'extrême droite sont pas des gens qui ont les meilleures intentions, bien évidemment. Mais ce qu'on observe dans des villages comme ici, des communs, cet aspect de la coopération, cet aspect du soin des autres. Puis j'aime beaucoup ce que tu dis sur le fait que dans les ASP, vous avez le droit à l'erreur et la bienveillance comme valeur commune. Oui. Comment est-ce que ça se concrétise en pratique? Ben, c'est quelque chose qu'on essaye de promouvoir, en fait, de tenir en compte quand on est dans nos réunions. Mais il faut en même temps oser faire des choses. Alors, le droit à l'erreur, c'est intéressant parce qu'il permet l'action. C'est ça que je trouve intéressant là-dedans. Si on veut aider notre communauté, il faut agir. Et c'est dans l'action qu'on fait des choses. Mais parfois, dans l'action, on se trompe ou on fait des choses qu'on n'avait pas prévues. On aurait pu le faire autrement. Oui, c'est ça. C'est pas grave de faire ça. C'est plus important d'agir et de faire des erreurs que de rester dans la peur, de rester, tu sais, de cultiver l'individualisme. Là, tu sais, c'est ça. On est dans un monde extrêmement individualiste. Alors, qui cherche pas toujours le bien commun. Et l'exemple vient de très haut, hein, ça vient d'en haut. Alors, par contre, quand on est au ras du sol et quand on est avec nos communautés et qu'on cherche à faire valoir les pensées du bas vers le haut, on a de bonnes idées. Maintenant, est-ce qu'on est capable de les réaliser? Est-ce qu'on est capable d'avoir des projets pour réaliser tout ça? Oui,
Mais faut se c'est lancer. jamais simple parce qu'on passe pas 40 heures par semaine là-dessus. Ouais. On a notre travail, notre famille et tout ça. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas faire avancer les choses. Puis concrètement, quand quelqu'un fait une erreur, comment est-ce que vous accueillez ça? Ça ne nous est pas arrivé encore. Bon. Ça ne nous est pas encore arrivé très, très souvent. Mais je pense qu'il faut, à ce moment-là, être capable de le discuter ouvertement, sans jugement et sans reproche aussi. C'est ça que ça veut dire, le droit à l'erreur, là. C'est être capable de l'exprimer, de le dire ouvertement, de le partager avec d'autres, de pas sentir jugé, de pas se sentir reproché. C'est ça, mais c'est pas si simple d'avoir ces discussions-là ouvertes. Hein? On a tendance à pas vouloir trop mettre les choses claires sur la table. C'est assez humain. Et quand on est dans un groupe qui se connaît, mais qui se connaît pas comme étant des amis, mais des gens qui partagent un certain objectif commun, ben il faut apprendre à faire cette discussion-là. Absolument. Donc, il y a par exemple une formation qui se donne actuellement au sein des ateliers des savoirs partagés sur la communication bienveillante ou la communication saine. Ben, on est un certain nombre à y participer. C'est une bonne chose qu'on apprenne ces mécanismes-là parce que on a tendance on n'est pas outillé. On n'est pas outillé facilement à se parler comme du monde. Là, tu sais. Oui. Guy, quelle est ta plus grande fierté? Ben là, tu me surprends avec tes questions quand même. Là. Ben, j'en ai une qui est pas si mal, quand même, qui est peut-être pas la plus grande, mais qui est évidemment ma famille, mes 2 garçons, les petits-enfants et tout ça, bien sûr. Ça, c'est extraordinaire ce que ça peut apporter comme satisfaction. J'ai aussi un lot de bois, une terre à bois à Saint-Paulin, dans le village précédent où ma famille maternelle était. Terre à bois que j'ai racheté il y a une 20aine d'années et sur laquelle ma femme et moi, Suzanne, on a décidé de faire les sucres. Ce qui n'était pas fait avant par ma famille et on a décidé de faire ça. On vient d'agrandir cette cabane-là simplement pour le plaisir d'avoir un petit peu plus d'espace. Et ça devient une fierté assez grande de faire en sorte que je contribue à garder ce patrimoine familial-là pour la seule beauté du monde, en fait. Hein? On fait un certain nombre d'entailles, c'est 230 entailles, c'est pas énorme, mais on le fait vraiment pour le plaisir, puis pour profiter de ce magnifique sirop d'érable que Suzanne a appris à cuire avec tellement d'adresse. Alors, faudra que je goûte. Bien sûr. Pour ma dernière question, qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent, qui entendent peut-être parler des communs pour la première fois? Ben, ça fait du bien à tout le monde de penser au bien commun. Ça nous fait du bien à nous, ça fait du bien aux autres. Il n'y a pas de raison de s'en priver. Je pense que c'est ce que je retiens de ça. Et on a l'impression de mettre notre petite pierre dans l'eau. Et je pense qu'on bénéficie tous de ça en retour. Alors, j'encourage tout le monde à le faire. Ben écoute, c'était ma dernière question. Merci énormément, Guy, de m'avoir reçu chez toi hier avec Suzanne. C'était très apprécié. Puis, t'es pas juste mon invité du balado, t'es aussi mon guide dans Saint-Élie pour le week-end et mon organisateur. Avec plaisir, avec plaisir. Un énorme merci. Puis, j'ai bien hâte au reste de la journée aussi. Bien sûr. À la suite, donc. Voilà. Si cet épisode a résonné avec vous, je vous invite à le partager avec quelqu'un de votre entourage qui pourrait avoir besoin d'espoir, besoin d'y croire, pour qu'on y arrive ensemble. Si vous avez aimé la discussion, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, laisser un commentaire. Ça aide à propulser le balado et à donner de la visibilité aux histoires inspirantes des gens qui changent le monde, une initiative à la fois. Finalement, si vous avez envie de vous impliquer dans des communs, d'en jaser, de participer à la vie collective, j'espère que cet épisode sera une petite étincelle qui nourrira votre élan. Merci pour votre écoute.